Ce n'est qu'un secret de polichinelle entre le Bénin et le Niger. Plus rien ne va. Comme pour illustrer cette rupture des relations entre les deux pays, j'évoquerai la frontière terrestre entre les deux nations qui est bloquée du côté nigérien. Un refus, je dirais, du voisin de normaliser ses relations avec un pays frère, malgré toute la bonne volonté affichée et démontrée par les autorités béninoises. Le seul sujet qui a résisté au refus de dialogue de Niamey, son pétrole qui coule sur la plateforme de ses mains, d'où des Chinois ont prévu embarquer donc le brut de l'or noir. Et depuis quelques jours, le robinet est aussi fermé à la source selon certaines sources. Une manière pour le Niger d'exiger le relâchement pur et simple de certains des leurs qui sont aux mains de la justice béninoise qui leur reproche une intrusion en toute illégalité sur la dite plateforme. Un rebondissement qui est loin d'apaiser cette tension entre les deux pays, une équation difficile à résoudre. Je pose la question à James William Baguidi, journaliste spécialiste des questions internationales, notre consultant maison, dirais-je. Bonjour. Bonjour Saturné et bonjour à tous. Vous êtes par ailleurs directeur adjoint des services de l'information et de la communication ici à l'Assemblée nationale. Merci de répondre à notre invitation chaque fois que nous vous proposons. C'est un plaisir partagé. Je vous demanderai d'abord est-ce que le Bénin a finalement tort d'avoir suivi les sanctions, d'avoir appliqué les sanctions de la CEDEAO à l'avènement de ce putsch au Niger. Le Bénin est un pays membre de la CEDEAO et qui est respectueux des décisions prises au sein de l'institution. Le Bénin a appliqué ces décisions avec certes beaucoup d'empressement, ce qui lui a été reproché même par des acteurs béninois, des observateurs béninois qui ont estimé que les propos tenus au début de cette crise étaient de nature un peu, je veux dire, intempestif, un peu dur, un peu trop dur peut-être. Mais il faut se souvenir qu'il s'agissait d'une rupture de la légalité constitutionnelle par la commission d'un coup d'État et que ce genre de pratique devait être banni définitivement du continent africain. Quand on est porteur d'un idéal, d'un rêve de libération, s'il en est de l'Afrique ou d'un pays africain du joug du néocolonialisme, il faut présenter cet idéal aux électeurs et il s'agit uniquement aux électeurs. Il revient aux électeurs de décider si ce combat que vous proposez, que vous appelez à mener, peut être mené à partir de la présidence de la République. Mais il ne s'agit pas pour n'importe quel homme en uniforme, pour une raison ou une autre, de s'ériger en anti-impérialiste et de venir prendre le pouvoir. C'est ce que le Bénin avait contesté à l'époque et c'est pour cette raison que le Bénin a appliqué les sanctions de la CEDEAO. On ne peut pas reprocher au Bénin d'avoir appliqué les sanctions. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est qu'une forme de vengeance vis-à-vis du Bénin. On peut analyser cela en disant que le Niger a choisi de tordre le bras quelque peu à celui qu'il considérait comme étant celui qui était le plus faible parmi les pays qui, au plus fort de cette situation, lui ont infligé des sanctions. Le Nigeria, le puissant Nigeria qui est là, pourquoi le Niger n'a-t-il pas fermé ses frontières vis-à-vis du Nigeria? Quelqu'un a prétendu que c'est parce que les peuples qui sont du côté du Nigeria et du côté du Niger sont les mêmes. C'est la même chose avec le Bénin et pourtant la frontière avec le Bénin reste hermétiquement fermée. Et il a fallu que le président de la République, Patrice Talon, décide de suspendre l'embarquement du pétrole nigérien à partir du terminal portuaire de Semenkoji pour que le Bénin sache enfin les raisons pour lesquelles la frontière était maintenue
hermétiquement fermée. Sans rien dire, le Niger avait gardé sa frontière fermée, avait ouvert avec le Niger, avec le Nigeria, avait gardé ouvert avec le Togo et tous les autres pays, mais n'avait donné aucune explication. Il a fallu donc ce bras de fer que le président de la République a engagé pour qu'on entende enfin les autorités du Niger prétendre que c'est parce que le Bénin serait source de déstabilisation potentielle pour leur pouvoir que la frontière reste hermétiquement fermée. Et cela, la question que je me suis toujours posée et que j'ai même postée sur ma page Facebook, les terroristes sont-ils des acteurs qui traversent les frontières officielles pour aller opérer d'un pays à un autre? C'est une frontière officielle qui est gardée hermétiquement fermée. Les hommes qui agissent entre le Bénin et le Niger, entre le Bénin, le Burkina Faso et d'autres, ces terroristes-là, on ne les voit pas en train de traverser les frontières. Et donc, le Niger, un argument selon lequel, en ouvrant ses frontières, il permettrait à des terroristes de traverser pour aller attenter à la sécurité nationale au Niger, c'est une argutie qui n'a aucune raison d'être. Je pense que, pour l'illustrer, en l'intervalle de quelques semaines, du côté du Niger, les terroristes ont frappé et ont tué entre autres 7 soldats nigériens. Du côté du Bénin, plutôt. Non, il y avait eu ça déjà du côté du Niger. D'accord, oui, en effet, plusieurs fois d'ailleurs. Du côté du Bénin également, quelques semaines plus tard, il y a les terroristes qui ont également frappé. Si on reproche à Patrice Talon des propos durs qu'il aurait tenus, parmi les meneurs de la contestation contre Putsch au Niger, avec le recul, est-ce qu'on ne pourrait pas comprendre la chose, James Widang-Bagidi? Est-ce qu'il ne s'agissait pas en son temps de trouver la méthode pour guérir la sous-région de ces coups d'État qui deviennent vraiment, qui revenaient de plus en plus? Oui, et d'ailleurs, je me souviens, nous en avons parlé sur ce plateau, les coups d'État s'étaient multipliés et les putschistes avaient trouvé comme prétexte aujourd'hui, et c'est le prétexte qui est en vogue, c'est la lutte contre l'impérialisme, notamment l'impérialisme français, l'impérialisme américain. Mais quand on a, et comme je l'ai déjà dit, quand on a cet idéal-là à défendre, ce n'est pas par le biais d'un coup d'État qu'il faut le faire. Il fallait donc, quand ces événements-là sont survenus, qu'une réponse forte soit donnée pour qu'enfin les autres pays qui n'ont pas encore connu de coup d'État n'en connaissent pas. Il y a des pays où on a eu des tentatives de coup d'État, comme la Guinée-Bissau, par exemple. Le président Sissoko Embalo a réussi à se maintenir au prix de nombreuses vies de soldats qui avaient été tués. Mais j'imagine que si certains avaient réussi à prendre le pouvoir en Guinée-Bissau à l'époque, ils seraient en train de nous tenir aujourd'hui le discours de l'anti-impérialisme, alors même que la Guinée-Bissau n'est pas un pays qui a été colonisé par la France et dont les rapports avec son ancienne puissance coloniale sont des rapports assez ténus qu'on ne peut pas forcément mettre sous le coup de néocolonialisme aujourd'hui. Mais pourtant, c'est le discours qui aurait été servi et des pseudo-panafricains qui pullulent aujourd'hui à travers le continent seraient en train de défendre ces personnes-là sans tenir compte du fait que les populations qui se trouvent dans ces pays-là n'ont pas été consultées. Qui plus est, les personnes qui, dans ces pays, se permettent de contester ces arrivées au pouvoir illégal, ces personnes sont embastillées, sont tenues au silence, sont sinon arrêtées, renvoyées de leur pays pour des exils, si au pire elles ne sont pas tuées. Avant le Niger, il y a eu coup d'État au Mali. Et le Niger, d'alors dirigé par Bazoum, avec comme commandant de la garde présidentielle, Tiani, qui est au pouvoir aujourd'hui, le Niger avait fermé ses frontières avec le Mali à l'époque, avant même donc, que le Bénin aille dans le sens du respect des décisions de la CEDEAO en procédant à la fermeture des frontières. La CEDEAO a levé ses sanctions, le Bénin a ouvert ses frontières, vous l'avez déjà dit, on a commencé par le mentionner, le Niger maintient ses frontières fermées sous prétexte que le Bénin servirait de base pour la déstabilisation de son pays. Avec tous les arguments, la bonne foi montrée par les autorités béninoises, est-ce que ce point que semble tenir le Niger, que semble tenir Niamey, est-ce que ça tient encore? Vous savez, les autorités nigériennes seules savent exactement où se trouvent les bases militaires destinées à former des terroristes pour aller les déstabiliser.
un régime qui est tenu de cette manière-là, qui a le soutien d'une puissance comme la Russie, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Je n'ai pas encore d'informations officielles de la part du gouvernement russe qui dit apporter un soutien aussi franc que celui qui est apporté au Burkina ou au Mali, par exemple, donc au Niger. Un gouvernement donc, qui a ce soutien-là et qui bénéficie, qui en tout cas qui a un régime militaire, doit-il craindre que des individus sortis de je ne sais quel camp de formation clandestin à travers, quelque part au nord du Bénin, puissent venir déstabiliser le Niger? C'est très peu crédible. Il faut noter simplement que le pouvoir au Niger a deux objectifs, de mon point de vue, deux objectifs. C'est premièrement de se maintenir par tous les moyens et deuxièmement de trouver pour les populations, de servir aux populations nigériennes ce que je peux appeler un conflit sur lequel les gens vont passer le temps à gloser plutôt que de se rendre compte que le panier de la ménagère au Niger s'est énormément amenuisé, que le coût des marchandises a évolué de façon exponentielle et que la misère qui sévit aujourd'hui à Niamey est plus grave qu'elle ne l'a jamais été. Le gouvernement a besoin de boucs émissaires et c'est ce que ce gouvernement-là est en train de faire. Et parfois, je suis sidéré quand j'entends des propos tenus par des autorités nigériennes, des personnalités qui sont censément donner des réponses aux problèmes de leur pays quand des arguments qu'ils avancent sont des arguments totalement fallacieux. L'attaque qu'il y a eu il y a quelques semaines au Niger, dont vous avez parlé, un peu avant celle qui s'est déroulée au Bénin, sans le dire clairement, le Premier ministre du Niger, à l'occasion de son retour d'un voyage, a laissé entendre que les assaillants seraient venus du Bénin, ce qui est totalement ridicule, puisque le Niger prétend avoir fermé ses frontières pour empêcher que ce genre de choses ne se produisent. Mais ce genre de choses se produit et on dit encore que ces assaillants-là seraient venus du Bénin. Vous voyez qu'il y a très peu de logique dans ce qui se raconte un peu aujourd'hui au Niger. Et c'est bien malheureux parce que les deux peuples souffrent le martyre avec cette situation. Et les décisions des autorités nigériennes sont plus absurdes parfois les unes que les autres. Mais bien sûr, pour avoir dit ça, nous n'allons pas manquer d'être la cible de ces pseudo-panafricanistes qui vont jeter leur dévolu sur les propos que nous tenons. Moi, je dirais que vous l'avez mentionné, les peuples, les populations souffrent de part et d'autres. Le temps monte, les jours se suivent, mais le temps monte. Le dernier, si on peut parler d'épisodes, les Nigériens qui ont été interpellés sur la plateforme de Semel, la justice béninoise estime que ces individus sont entrés sur la plateforme en toute illégalité, des badges, de faux badges qui ont été conversionnés et tout, à se tenir au propos du procureur de la Criette, le Niger qui a fermé le robinet à la source. Est-ce que finalement on peut espérer qu'il y ait une sortie de ce conflit-là, de cette crise, et comment pourrait-on y parvenir? Ce que nous espérons tous, c'est que cette crise prenne fin. C'est qu'elle n'a déjà que trop duré. Nos amis nigériens qui vivent ici au Bénin ont de plus en plus d'inquiétudes. Et les Béninois qui vivent au Niger également sont de plus en plus inquiets parce que la situation se détériore, les relations qui sont très pacifiques et très cordiales entre les deux peuples se tendent de plus en plus. Les débats que nous parvenons à tenir de temps en temps sont des débats de plus en plus passionnés parce qu'il y a un mécanisme de fabrication d'un narratif qui montre ou bien qui tente de montrer que le Bénin est un affidé d'une puissance coloniale qui veut mettre forcément à genoux le Niger et ramener le Niger dans le giron de cette puissance qui n'est autre que la France. Pour arriver à la fin, pour sortir de cette situation, il faut, de mon point de vue, qu'il y ait une médiation internationale, qu'il y ait une médiation en laquelle les deux États croient. Et jusqu'à présent, je pense qu'aucune tentative de médiation crédible, en tout cas de ce que je sais, n'a encore été lancée. Quand la Chine intervient dans cette situation, la Chine intervient surtout pour permettre au pétrole de passer
afin que les fonds qu'elle a engagés, pratiquement 5 milliards de dollars dans la construction du pipeline, plus de 400 millions de dollars comme avance au gouvernement nigérien qui s'en sert pour payer les salaires des fonctionnaires et pour d'autres investissements à l'intérieur du pays, que ces fonds-là puissent, qu'il y ait un retour sur investissement de la part de la Chine. Donc, en même temps, la Chine est partie prenante et donc sa position de médiatrice est une position un peu délicate d'un certain point de vue. Les pays voisins comme le Niger, comme le Togo. Le Togo a carrément pris parti dans ce bras de fer. Comme un troisième larron? Tout à fait comme un troisième larron et profite de l'occasion pour rafler une bonne partie du trafic portuaire qui va vers le Niger. Et puis le Nigeria reste silencieux. Je n'ai pas entendu le président Tinubu, qui était très va-t-en-guerre, lui aussi, au début de cette crise. Je ne l'ai pas entendu s'exprimer. C'est vrai qu'on a, avec les autorités du Nigeria, on est parvenu à ouvrir une frontière qui permet encore de rallier le Niger par voie de terre en passant par le Nigeria, dont les frontières ne sont pas fermées avec le Niger. Mais il faut qu'il y ait d'autres acteurs. Peut-être la Russie, peut-être certainement pas la France, puisqu'elle est perçue comme étant le cœur même du problème. Ou peut-être le Niger, le Sénégal, qui a vu aujourd'hui comme étant un pays... Oui, peut-être effectivement le Sénégal, dont le nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, apparaît comme étant l'une des seules personnalités politiques africaines à être arrivée au pouvoir, portant les idéaux d'indépendance réelle de l'Afrique, mais est arrivé au pouvoir par la voie des unis. C'est cette voie-là qui est la voie la plus normale, la plus appropriée. Et pour qu'on arrive à ce dégel-là, voilà la première solution. L'autre solution, c'est que le temps passe. Toutes les crises, quelles qu'elles soient, même la troisième guerre mondiale, la première et la deuxième guerre mondiale, il n'y en a pas une troisième, et Dieu fera, il n'en aura pas. Et se sont terminées un jour. Quelle que soit la nature de la crise, les hommes qui sont là finiront soit par entendre raison et de permettre aux populations de tirer leur épingle du jeu, soit ces hommes-là passeront et la crise finira par se résoudre parce que les populations du Niger et du Bénin ont besoin les unes des autres. La frontière entre le Bénin et le Niger, c'est la frontière la plus appropriée pour le transfert de marchandises entre le Bénin et le Niger. Les avantages que le Bénin a toujours accordés au Niger sont des avantages très importants, et il n'y a aucune raison que cette frontière reste définitivement fermée. Si ce n'est pas Tchani qui ouvre cette frontière un jour, le successeur de Tchani le fera, que ce soit dans 2 mois, dans 5 ans, dans 10 ans, quelqu'un rouvrira cette frontière et le trafic entre le Bénin et le Niger reprendra normalement. Merci à vous, M. Diang Baguidi. J'aurais aimé vous garder longtemps, mais du côté de la région, on m'a dit que depuis on a franchi donc, le temps imparti à cette rubrique. Je vous retrouverai un jour comme un autre pour continuer à réfléchir sur le sujet. Avec plaisir. Notre émission TH Matin, le premier numéro de cette semaine, continue.